Bienvenue à 2200 mètres d'altitude, une vue à couper le souffle sur le cœur naturel de l'île de la Réunion. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur cette terre époustouflante, département français situé à 9000 km de l'Hexagone. Juste en dessous de moi, on découvre ensemble ce cirque de Mafate. C'est une curiosité naturelle de l'île. Aucune route permet l'accès en voiture et pourtant, en regardant de plus près, on voit quelques habitations, des îlettes, comme on dit ici. Ces habitations où vivent quelques centaines de personnes aujourd'hui, isolés du monde. Ils sont en quelque sorte les descendants de ceux qu'on appelle les marrons, ces anciens esclaves qui au XVIIIe siècle ont fui les terres agricoles, les plantations situées sur la côte pour venir vivre ici librement mais cachés. Car la Réunion est une ancienne terre d'esclavage et d'esclavagistes, un passé douloureux pour beaucoup de Réunionnais encore aujourd'hui. C'est cette mémoire vivante que nous allons découvrir ensemble ce matin. On présente souvent l'île de la Réunion comme le département français d'outre-mer du métissage, du vivre ensemble, où la question de l'esclavage ne fait pas particulièrement polémique. Et pourtant, la réalité est plus complexe. Nous sommes ici à Saint-Denis de la Réunion, face à la préfecture, et on vient d'apprendre que la mairie a choisi de déplacer cette statue, probablement dans un musée à la fin de l'année. Car ce monsieur, le comte de la Bourdonnais, en tant qu'ancien gouverneur de Maurice et de la Réunion, a entre autres mené la politique esclavagiste de cette région de l'océan Indien. Preuve qu'ici aussi, comme ailleurs dans le monde, on commence à déboulonner des statues. Pour se rendre compte de l'impact de l'esclavage sur l'inconscient réunionnais, il suffit d'explorer la production artistique de l'île. Constamment, les blessures et la quête d'identité refont ici surface. Ce matin, nous allons rencontrer 4 artistes. Le sculpteur Marco Akiem, l'écrivaine Monique Séverin, la chanteuse Gwendoline Absalon et le comédien Christophe Langrom. Dans la ravine de Rivière-des-Pluies, à côté de Saint-Denis de la Réunion, Marco Akiem, ancien psychologue scolaire, s'est engagé dans un incroyable travail de mémoire. Bonjour Marco. Bonjour. Par ses statues, taillées dans le basalte de l'île, il illustre le code noir, ses règles qui dictaient le traitement des esclaves. À travers ces sculptures qu'on va voir, qu'est-ce que vous voulez nous raconter? Qu'est-ce que vous voulez exprimer? En fait, cette période, cette page, la page la plus douloureuse de notre histoire, ça m'a été appelé, je ne pouvais pas rester insensible, je pense qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et moi, j'ai voulu écrire une écriture difficile dans la pierre et une écriture en même temps indélébile. Hein? C'est ça, dans la pierre d'ici, de la Réunion? Ah notre basalte, c'est notre pierre, c'est notre, j'ai presque envie de dire, c'est notre ADN, voyez. Mais ce besoin, parlez-moi de ce besoin qui vient du fond du cœur, j'imagine. Qu'est-ce qui raconte de vous aussi, ce besoin de raconter cette histoire de l'esclavage? Cette période-là, je l'ai découverte finalement. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui on en parle. Mais même il y a une dizaine, une quinzaine d'années, on en parlait de moins en moins. Là aujourd'hui ça commence à être... on en parle. Et jamais trop, hein. Vous voyez, quand je réalise par exemple le Maloya, vous vous rendez compte, en 2009, le Maloya est devenu patrimoine culturel matériel de l'humanité. Rappelez-nous ce que c'est que le Maloya. Alors le Maloya, c'est, pour les esclaves, c'était le moment où ils se réunissaient et ils dansaient le Maloya. Mais il faut comprendre que le Maloya de cette époque-là, c'était pas un moment festif, absolument comme on l'entend aujourd'hui. Là, ils étaient en relation avec leurs ancêtres. C'est un moment, enfin court au départ même, c'est un moment cultuel avant d'être culturel. Voyez, et là, ils étaient en communion avec l'esprit de leurs ancêtres, un rituel. Et c'était en même temps dans leur
langage de l'époque, dans le patois de l'époque, ils se faisaient passer des messages, ce que les Blancs ne comprenaient pas. Vous voyez ? Il y a des moments beaucoup plus douloureux. Voilà, on a aussi par exemple cette sculpture où là vous racontez l'esclavage d'une manière très dure, très réaliste. Bien sûr. Et j'ai voulu traduire d'une certaine façon le code noir dans la pierre, montrer que voilà comment ça se passait. Et cette histoire elle est encore douloureuse aujourd'hui? On était esclaves, on a drôlement évolué sociologiquement parlant, socialement parlant, dans ce sens. Mais j'ai envie de vous donner un repère. En fait, l'esclavage a été aboli une centaine d'années avant ma naissance. Là, on se rend compte que l'esclavage a été aboli il y a vraiment si peu de temps. Hier. C'était hier. Vous voyez, et ça ne disparaît pas comme ça, c'est comme une douleur, c'est comme une blessure, c'est comme une cicatrice, j'ai envie de dire indélébile. Sociologiquement parlant, ça prend du temps pour s'effacer. À tel point qu'à certains moments, quand vous parliez de l'esclavage, les vieux d'avant vous disaient, on parle plus de ça, arrête de parler de ça, parce qu'ils ne sont pas encore capables d'en parler. J'ai envie de vous poser une question, Marco. Vous êtes sculpteur. Oui. On parle de cette histoire douloureuse de l'esclavage, à une époque où certains déboulonnent des statues. Comment vous ressentez cet état d'esprit-là? Oui, enfin, tous ces gens-là font partie de notre histoire. On ne va pas refaire l'histoire. Ça ne sert à rien. Je pense que sans même explication, on comprend qu'il y a Jésus, qu'il se passe quelque chose. C'est la scène, évidemment. C'est la scène, évidemment, avec un grand C. Jésus, justement, dans cette scène, qu'est-ce qu'il a à dire sur la mémoire de l'esclavage et sur la foi, sur votre foi? Dès le début même de l'esclavage, en fait, il faut quand même parler du code noir, qu'on le veuille ou non. Il fallait régir. L'État est là pour ça, quelle que soit la royauté, la République. Eh bien, les 3 premiers articles du Code noir parlent de cette obligation carrément d'être instruit dans la foi religieuse. Éventuellement, on peut toujours reprocher certaines choses à l'Église. Pourquoi l'Église était là, pourquoi? Mais les hommes d'Église se sont opposés à l'esclavage. D'accord? Et si l'Église n'était pas là, ça aurait été encore plus dramatique. Merci Marco de nous avoir accueillis ici dans votre jardin, dans votre atelier à la découverte de ces sculptures et de cette histoire difficile de l'esclavage ici à La Réunion. On va poursuivre maintenant notre voyage avec d'autres artistes. Merci encore. C'est un plaisir. Tout le plaisir était pour moi. Merci. À bientôt. Merci. Explorer les blessures de l'esclavage sans tomber dans les caricatures, les slogans ou le manichéisme est une tâche délicate. L'écrivaine Monique Séverin s'attache à faire ressortir la complexité de l'histoire dans ses contes, poèmes ou romans. Pour elle, c'est sa contribution à la guérison de l'âme réunionnaise. Elle est installée dans le petit village d'Elbourg, au fond du cirque de Salazie, comme pour mieux se connecter à l'histoire profonde de son île, La Réunion. Bonjour Monique. Bonjour David. Plaisir de vous rencontrer. La même chose pour moi. Et j'ai envie de dire doublement chez vous, dans cette bibliothèque. Oui, on peut dire ça comme ça. Femme de lettres, située à 2 pas de chez vous. Tout à fait. Dans ce beau village, l'un des plus beaux villages de France. On l'a vu en arrivant, Ouais, c'est un écrin naturel. Je ne vous le fais pas dire. De Salazie, mais qui est aussi un lieu d'histoire. Oui, bien sûr. Du coup, c'est quoi cet héritage que vous portez dans votre œuvre? Cette mémoire. Voilà. Alors, c'est difficile à cerner. Parce que c'est ce que j'appelle moi la chose réunionnaise, parce qu'elle n'est pas encore véritablement décryptée, décrite. Elle va se loger dans des comportements, dans des peurs aussi, dans la résilience. C'est tout cela, parce qu'on a hérité aussi d'une force extraordinaire.
bien sûr, rien n'est simple. L'esclavage, c'est aussi une force, du coup, en tout cas de ce qu'on en a fait. Voilà, alors, l'esclavage, bien sûr que c'est une force. Alors évidemment, il y a aussi l'arrière-plan qui est négatif à souhait, chosifier les gens, etc. C'est juste impensable, mais ça on sait. Maintenant, comment avons-nous fait pour sortir de là et pour arriver à faire de nous ce que nous sommes? Je parle d'Île Promesse, je ne suis pas la seule à le faire et j'y crois. Il y a quoi dans cette promesse, justement, pour vous? Il y a la promesse, on va dire, non pas d'un vivre ensemble un peu galvaudé. Ce que l'on peut imaginer, c'est juste le respect de la différence de l'autre. Et moi, ça parcourt mon œuvre. C'est accepter l'autre comme nous ressemblant. Là, c'est la question de l'identité. Et travailler sur l'altérité et accepter l'autre dans ce qu'il a de différent, quel qu'il soit, quelle que soit quelles que soient ses convictions ou sa foi, ou, etc. C'est merveilleux de pouvoir gérer la différence. Moi, j'aime beaucoup cette notion et je pense que c'est là-dessus qu'on gagnera. Alors, il y a un mot que vous utilisez, notamment dans l'un de vos romans, mais vous l'utilisez souvent, ce mot, c'est le mot bâtard. Là, c'est la bâtarde du Rhin, une histoire de métissage, comme il y en a eu tant en Europe, avec un père réunionnais, une mère allemande. Le mot bâtard, quelle réalité est là pour vous derrière? Parce qu'il paraît très péjoratif comme ça. Bien évidemment, le terme est péjoratif. Et moi, j'aime le mot bâtard. Je l'emprunte outrageusement, sans vergogne, à Daniel Waro, qui est un de nos chantres. Qui s'est beaucoup battu pour justement magnifier ce qui, ici, est perçu comme négatif. Eh bien, à nous de changer la péjoration. J'ai aimé son concept de bâtardcité, qu'il magnifie dans sa chanson, dans La bâtarde du Rhin. Mon héroïne le dit et le chante. Moi pas blanc, non, moi pas noir, tâche pas moi c'est mon histoire. Je ne suis ni blanche ni noire, ne m'en comptez pas, traduira-t-elle, ni sur l'histoire, ni sur mon histoire de femme. Ni blanche ni noire. Ni blanche ni noire. C'est ça qu'il faut admettre et c'est ça qu'il faut concevoir comme positif. Le mot bâtard, il est négatif. On va regarder le dictionnaire, on va trouver, bon, bâtard. Mais je n'aime pas non plus métissage. Je suis mal à l'aise avec ce terme. Je trouve qu'il ne restitue pas ce que nous sommes, parce que nous ne sommes pas mélangés de 1 plus 1. Nous sommes à la confluence de plein du monde. Qu'est-ce qu'il faut aller encore creuser dans cette histoire réunionnaise, qui peut-être est un acte douloureux d'aller creuser? Mais qu'est-ce qu'il faut encore aller voir? Il faut aller voir partout où on a peur de se trouver, en fait. Je me dis, ça peut faire mal, mais il faut y aller. Il faut aller voir le fait qu'on est à la fois l'un et l'autre, le dominant et le dominé. Il faut aller voir de ce côté-là et l'accepter. Une fois qu'on aura accepté cela, on va entrer dans ce qu'on appelle la réparation. Là, il faut manipuler les termes avec précaution. Est-ce que ça peut faire peur? Ça fait peur. Bien évidemment, ça fait peur. On a peur de savoir, je n'ai pas encore fait mon arbre généalogique parce que je pense que je vais y trouver tout le monde. Hein. Donc, tout le monde, c'est-à-dire esclaves, esclavagistes. Les esclaves, les esclavagistes, les engagés, je vais trouver tout le monde. Des CAF, des malbars. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère était d'origine indienne. D'origine indienne. Ma grand-mère était malbarès Cafrine, donc. Mais ma mère, la sorte blanc, est sortie blanche. Donc, très heureuse de l'être. Hein. Il faut que j'assume, moi, en tant qu'individu, tout ça. Et je pense qu'on aura tous à faire ça. Et c'est là qu'il y a promesse. On peut gagner là-dessus. Moi, j'y crois fermement, vraiment. Je vous propose, Monique, d'aller rencontrer une autre artiste que vous connaissez. Et on va continuer avec elle de parler de mémoire et de ce travail-là. Avec plaisir. Gwendoline est là, elle nous attend. Bonjour Gwendoline, ça va? Ça va très bien. C'est chouette de vous rencontrer.
bonjour. Il fait plaisir. Il fait plaisir aussi. Il n'y a même pas besoin de vous présenter, hein, puisque vous vous connaissez déjà, toutes les deux. Nous connaissons à nous, Antigone. Gwendoline Absalon, donc chanteuse bien connue ici à La Réunion. Vous avez plusieurs points communs. Vous êtes réunionnaise, artiste. Bon, vous, c'est les lettres, le chant, la chanson, la musique. Oui. Mais vous travaillez aussi sur la mémoire, sur la quête identitaire, en particulier pour vous, Gwendoline. Donc cette question, elle est importante pour moi, surtout aujourd'hui. C'est quand même dans l'air du temps. La société se transforme. Est-ce que le fait d'être femme, ça change quelque chose dans votre rôle, dans ce travail de mémoire au sein de la société réunionnaise? Monique. Oui, oui, immanquablement. On n'est pas femme impunément à La Réunion. Dans la mesure où la femme a occupé un poste toujours très très important ici, depuis l'origine, hein, quand les premières malgaches ont débarqué avec des Français et d'autres malgaches. Puis pendant la période esclavagiste où elles ont été nourrices, nénènes des enfants blancs, des maîtres. Hein. Ça aussi, c'est fondamental. Les femmes ont été là partout. Ici, et puis dans le monde entier, on a une place plus qu'importante, on a une place essentielle. Et ce que l'on oublie souvent, c'est qu'on porte le monde en soi. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a l'honneur, le privilège de donner la vie. Donc forcément, on a cette place, on a notre place ici dans la société, dans l'art, dans l'écriture. Et bien, on a toute une palette de capacités qui nous permet d'évoluer ensemble en tant que femmes. Et une de tes capacités, c'est de chanter. On va t'entendre dans quelques instants dans un autre petit écrin de verdure magnifique. Merci Monique de nous avoir accueillis. Merci à tous. À bientôt en tout cas, c'était un plaisir. Allez, on y va, Gwendoline. Au carrefour du jazz et du maloya, les chansons de Gwendoline Absalon sont guidées par sa quête d'identité. Un voyage à la recherche de ses origines où se mêlent histoire, spiritualité et ressenti. Se mettre là, tranquille. Gwendoline, on vient de le voir avec Monique. Il y a une forme de malaise dans l'histoire de la Réunion, notamment sur ces questions liées à l'esclavage, des non-dits, des choses qui n'ont pas été complètement digérées ou acceptées. Est-ce que ce malaise-là, historique, tu l'as déjà ressenti dans ton quotidien, dans ta vie? Intensément. Ah oui. Intensément. Bon, je n'ai que 30 ans, mais j'ai pris le temps de justement faire des recherches sur mes origines, donc sur ma famille. Et là, j'ai appris énormément de choses qu'on voulait me cacher. Par exemple, mon arrière-arrière-grand-mère, elle vient de Pondichéry. En Inde? Voilà, en Inde. Et j'ai appris, en faisant mes recherches, qu'elle avait de très grandes responsabilités dans son village et qu'elle était une femme, je dirais, vénérée, quoi, parce que solaire. Et moi, j'étais très surprise en apprenant ça parce que je me suis dit, je comprends certaines de mes facettes. Aujourd'hui, elle aimait faire de la musique, par exemple. Donc, il n'y a pas de hasard. Hein. Musicienne aujourd'hui, chanteuse. Voilà. Et dans ma famille, on chantait dans les temples. Enfin, les femmes chantaient dans les temples, jouaient du tambour. Enfin, et c'est vrai que quand j'ai appris tout ça, ça a été un peu comme une guérison, une acceptation d'abord et ensuite une guérison. De qui tu étais? Oui. Dans tes textes, hein, tu vas à la quête de cette identité-là. Oui, oui. Tu peux nous chanter une chanson? Là, maintenant? Oui. Qui nous parle de cette quête d'identité? Filao, peut-être. C'est parti. On t'écoute. Zodi ou demande à moi qui ça m'il est. Demain ou demande à moi que ça m'y fait. Si l'identité poussée, si ça causé. Si l'identité poussée, être cantoé. À cada musique ça nena. Parce qu'à moi, mille ça toi pas. À cada musique ça nena. Parce qu'à moi, mille ça toi pas. Oh, ça parle d'identité? Oui, la liberté de la construction identitaire. C'est ça la chanson? Oui. Pour conclure, la jeunesse réunionnaise aujourd'hui, elle a conscience de tout ça, de ce qui se joue à travers ces questions du passé, de mémoire, mais qui sont des questions d'aujourd'hui, du coup, si je comprends bien ton témoignage ce matin.
je trouve qu'il y a une effervescence de prise de conscience. Toute cette jeunesse-là qui apprend à connaître son histoire et qui contribue à la richesse et à l'évolution de l'histoire de la Réunion et du monde aussi. C'est très encourageant, Gwendoline. Merci. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir chanté pour nous ce matin. Un plaisir. Gwendoline et Monique nous ont donc expliqué que l'esclavage représentait donc encore aujourd'hui une blessure ici sur l'île de la Réunion. Quant à l'Église, elle a joué pendant cette période un rôle ambigu. À la fois, elle a accompagné le pouvoir colonial sur place et en même temps, des chrétiens se sont levés contre la pratique de l'esclavage. Je pense notamment au frère Scubilion, à l'abbé Monet ou encore au père Levavasseur. Ici, nous sommes dans le jardin de Madame Desbassins, riche propriétaire terrienne de la Réunion au début du 19e siècle, esclavagiste, cruelle avec ses esclaves, et pourtant, elle laissait ouverte sa chapelle pour que les esclaves puissent aller prier, et mieux encore, elle a été à l'origine du seul hôpital construit pour les esclaves ici à La Réunion. Ce personnage ambigu illustre bien la difficulté avec cette question mémorielle sur l'esclavage, question qui interroge bien sûr les chrétiens de l'île aujourd'hui, à l'image de Christophe Langrome, artiste bien connu qui nous a donné rendez-vous au cimetière de Saint-Paul, lieu de mémoire incontournable sur l'île de la Réunion. Christophe. Comment il est, David? Il va bien. C'est ça correct? va bien. Ouais, super, merci. Bon. Artiste réunionnais, comédien, poète, conteur. Tu portes la culture créole dans la société réunionnaise. Et tu nous as donné rendez-vous ici, dans ce cimetière marin, car il y a une tombe. Et dans cette tombe, à travers l'histoire de cette tombe, il y a l'histoire d'une mystification qui en dit long sur le rapport encore à la mémoire autour de l'esclavage dans la société réunionnaise. Exactement, David. Vraiment, l'endroit, il se raconte à nous notre propre relation avec notre histoire, avec notre mémoire, avec notre histoire, avec notre patrimoine, avec notre bande de souffrance et aussi avec notre bande de l'espoir. Tout bien maintenant, au revoir. Allez, tu vas me montrer cette tombe. On est devant la tombe en question. C'est quoi l'histoire de cette tombe? Eh bien, nous là, David. Nous l'est devant la tombe, et nous voilà les écrits là. Nous l'est devant la tombe Olivier Levasseur. Olivier Levasseur est un personnage célèbre dans le monde entier de Monique Oniali sous le nom La Buse de Pirate. Un grand pirate. Un grand pirate. Et il est une grande attraction touristique pour la Réunion. Tout touriste, il vient ici, il vient au cimetière marin Saint-Paul pour voir la tombe en question. Alors, la tombe en question, que ça l'intéressant, en réalité, ici, n'est pas la tombe La Buse. Elle est un tombe mentée, c'est un fake news, comme il dit. Donc, c'est pas la vraie tombe de la Buse. Non, elle est un tombe fictif. En réalité, ça que l'avait ici, Nana, encore 2-3 années, l'avait un vrai pierre tombale, d'ici la tombe fictive en question. Et la pierre tombale était la pierre tombale un esclave affranchi, une jeune femme, il appelle Delphine Elode. Il était enterré dans ce cimetière-là. Et dans les années 70, quand elle a fait la tombe là, eh ben, elle prend la pierre tombale Delphine Elode et la met d'ici le faux tombe La Buse. Et oui, et la renverse la pierre tombale pour pas y voir ça qu'il est écrit dessus. C'est ce qu'on appelle une profanation. Ici, nous ici à l'endroit où ça, nana, une profanation dans le cimetière Saint-Paul. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que c'est choquant. Ce qui s'est passé en 2017, la mairie Saint-Paul prend la décision, retourne la pierre tombale pour qu'ils voient que ça est inscrit dessus. Le nom de Delphine, l'ancienne esclave. Et l'épitaphe Delphine. Et la décide de mettre la pierre tombale un peu plus loin, dans l'allée centrale dans le cimetière là-bas. Et David, tu veux bien, nous ça va voir. À nous aller. Je te suis. Ici, nous sommes devant un mémorial, un monument patrimonial, mais il n'est pas à la tombe. Ici, il n'est pas un endroit pour la réparation. Ici, il n'est pas un endroit pour la réparation. Le sacrilège était fait, la profanation était faite d'ici la pierre tombale Delphine Elode.
Delphine a besoin d'un tombe, il prend le pierre tombale, il met à terre, il met dans le signe visible comme quoi nous avons un tombe, et là, nous aura un respect. Et il écrit son histoire dans le livre. Comme n'importe quel être humain qui mérite une sépulture, évidemment. Et quand nous voit ça, regarde, le panneau, il est là. Nous avons un panneau là, en décomposition. C'est-à-dire, si quelqu'un est la pointe de yeux pour voir, il ne voit pas. Sous la pointe de la volonté, aller rôder l'histoire, ou ne trouve pas l'histoire à La Réunion. Tout ça, les vite fait, les à peine lisibles. Le panneau, il indique le nom Delphine Elode, il y a un petit bac à pont, un petit panneau. Dans un fil de fer, il y a un panneau là. D'ici quelques temps, on n'aura plus la trace. Donc, nous laissons le sentier mémoriel et pas si le sentier de l'histoire et la réparation. Donc, nous rappelle à nous si nous voulons. Le sentier mémoriel, c'est le sentier de l'oubli. Demain, la façon Delphine est placée, c'était là, les faits pour oublier Ali. Ça veut dire qu'il y a encore un tabou à La Réunion sur cette histoire, cette période esclavagiste. Oui, il y a un tabou. Il faut nous prendre conscience et nous avons le courage, la force. Et diocèse La Réunion, l'importance de t'y comprendre, Nana, une femme, parce qu'il était esclave, parce qu'il était noir, et bien cette femme-là, son mémoire a été profanée. Et aucun chrétien il doit être indifférent par rapport à ça. Christophe, je rappelle que tu es artiste ici, artiste, on l'a compris, engagé dans la vie culturelle de l'île. Tu es aussi chrétien, également engagé dans la vie de l'église locale. Comment l'église peut accompagner ce travail de réparation? L'église, les doigts accompagnent le travail de réparation là, parce que l'église, il fait partie de notre histoire. L'église, il fait partie de l'histoire d'ici, l'esclavage. Il a joué un rôle. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, son rôle, il n'arrête pas. Et si l'église veut réparer, c'est important. La réparation, il passe par la parole. La parole est super importante. Et nous avons besoin à l'église les plus créolisées dans son discours. La langue, c'est notre identité, c'est notre vivant, c'est notre l'esprit même. Et il ne doit pas vivre minoré. Et l'inverse, la parole de la Bible. La Bible dit de monde marche droite. Un chrétien, la mouli marche droite. Nous les d'accord ou pas d'accord. Moi, je n'ai pas affaire dans le christianisme, il ne plaît pas moi non plus. Mais nous les là, il faut nous les entiers dans notre corps, dans notre esprit, dans notre cœur. Il ne doit pas laisser notre cœur, notre esprit à côté. La réparation, il vient là, parce qu'il faut nous les en bloc entier dans la langue de nos ancêtres, la l'esponol. Jésus dit, implanter la partie plante la terre. Quand il était un peu plante carreau la terre là, Nena un grain, il tombe bordal sommet. L'oiseau l'arrivée. La mange tout le grain, l'avait tombe bordal sommet là. Nena le grain, il tombe dans le galet. Où ça n'a pas pompé la terre. Soleil qu'on a levé, la brille le grain là, ils n'avaient pas la racine. Et ils ont la sec là même. Nena le grain, il tombe dans les épines. J'étais commencé pousse. Mes épines là tout faisot. Nena le grain, il tombe dans le bon terre, ils ont la chargé. Nena sac la donne 100, Nena sac la donne 60, Nena sac la donne 30. Sac nos oreilles pour entendre, il va entendre. Merci Christophe, je crois que ce matin nous avions justement les oreilles et les yeux pour te voir et t'entendre. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Merci.